Bonjour tout le monde, bienvenue sur Baron Mag. Nous sommes accompagnés de Angela Conrad qui présente du 15 au 22 juin à l'Usine C sa version du texte Vernon Subutex 1. Une histoire qui est parue en 2015, qui est le premier tome d'une trilogie qui est dite Culte de Virginie Despentes, explique et qui parle de l'histoire de la déchéance d'un disquaire que la révolution numérique et la crise du disque mettent au chômage. Puis à travers ça, s'ensuit une histoire sociologique et une intrigue policière. Son ami rocker qui est mort d'une overdose lui lègue des enregistrements inédits et là, il y a des choses qui se passent. Ben, moi, je te dis que c'est là que ça m'a accroché. Ça vient toucher ma fibre de rocker. Parce que, tu sais, la déchéance des disquaires, je l'ai vu. J'avais des amis qui étaient disquaires et qui le sont encore et qui vivent vraiment pour le rock à travers tout ça. Fait que je trouvais ça super intéressant comme histoire. Fait que, bonjour, Angela. Bonjour Nelson. Enchanté, merci beaucoup de prendre du temps ici. Est-ce que tu es une ancienne rockeuse ou est-ce que tu es une rockeuse? Dans mon âme, oui, oui, oui. Mais je n'ai pas du tout la culture rock punk d'une Virginie Despentes ou peut-être de toi, j'imagine. Oui, j'ai baigné là-dedans, mais voilà, je crois que la musique a toujours été importante dans ma vie, mais que ce soit la musique classique d'ailleurs, pour commencer. Pour moi, le rock et la musique classique, ça a toujours été en parallèle, d'une certaine manière. Puis c'est vrai que c'est un roman qui a plusieurs personnages principaux, je dirais, en dehors des personnages. C'est d'abord la ville de Paris, la société contemporaine française, mais aussi évidemment toute la culture punk rock qui pour Virginie Despentes a été, comme elle l'a dit, un peu ses études, ses années d'études. Elle dit elle n'a pas fait d'études, mais elle a baigné dans le milieu du rock et du punk. Et pour elle, c'était une école de la vie. Et comme d'ailleurs Alex Bleach dit dans le roman donné, on rentrait dans le rock comme on rentre dans une cathédrale. Il y a quelque chose aussi de l'ordre presque d'une croyance pour finalement exister dans une société euh, comme une espèce de modalité de vie peut-être alternative qui refuse les structures, les institutions, le pouvoir en place, etc., et qui se ferait un chemin. En tout cas, c'est ce que décrit Despentes dans le roman, et aussi par rapport à sa propre vie, dans les années 80-90, oui, pour vivre sa passion, et puis aussi pour peut-être être dans des rapports amicaux, sociaux, affectifs, amoureuses et sexuelles qui, voilà, qui se situe un peu plus en marge d'un modèle bourgeois ou petit bourgeois de la société française, quoi. Mhm. Donc, dans ce sens, oui, c'est sûr que je peux dire que j'étais une rockeuse dans mon âme, mais heureusement que je me suis un peu calmée quand même. Alors, voilà. Oui, ça vient tout le temps, ça, on se calme tout le temps un petit peu. Après ça, ce roman-là, comment ce texte-là, pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce qui est arrivé à te dire comme, ah oui, celui-là, par rapport à, je sais pas, est-ce que le choix a été différent par rapport à d'autres histoires que tu as repris? Ou est-ce que tu gardes tout le temps une ligne directrice dans les histoires que tu veux reprendre? Ben, ce qui est très particulier, c'est que je racontais ça à l'autre jour à quelqu'un, j'ai fait le lien parce qu'effectivement, j'ai lu ce roman et je me suis dit, c'est tellement théâtral. Moi qui cherche toujours aussi des textes pour les acteurs, parce que je pense que je fais un théâtre d'acteurs et que ce qui m'intéresse surtout, c'est la direction d'acteurs et de voir aussi comment les acteurs transforment non seulement un matériau un discours sur scène, mais comment eux-mêmes ils arrivent à se transformer ou à travers différents personnages. Ce roman, moi, me ramène à un désir d'adaptation que j'ai jamais réalisé, qui est le texte de Pierre Bourdieu, le sociologue, qui s'appelle La misère du monde, la France parle. C'est un livre qui est sorti en 93 et c'est une étude sociologique pour comprendre comment se fait-il que la France est en train de bah, tomber dans l'extrême droite, dans le mouvement Le Pen, etc. Moi, je vivais en France à l'époque, et quand j'ai lu ce livre-là, c'est des témoignages, c'est des récits de vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit ça, j'aimerais un jour
faire un spectacle de ces récits de vie-là. Donc, c'était avant qu'on parlait vraiment du théâtre documentaire. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout c'est la matière humaine et de voir comment la souffrance sociale, finalement, elle est dite par ces gens-là. Voilà. Et donc aussi ce regard très sociologique sur les phénomènes sociaux et la souffrance aussi personnelle et intime. Et quand j'ai lu, quelques années après, le roman de Vernon Subutex de Virginie Despentes, et puis c'est une trilogie, je me dis, ben, finalement, c'est ça. Elle l'a fait. Mais elle l'a fait en étant encore plus proche, je dirais, de l'écoute des uns et des autres. C'est aussi sa grande faculté, je dirais, d'être à la fois dans l'écoute empathique, mais en même temps dans une critique assez acerbe de la société Ouais. contemporaine. Donc, voilà, moi, j'étais très, très touchée. Je suis très touchée par cette artiste. Je la connais pas personnellement, mais je suis extrêmement touchée par son regard sur les êtres humains et puis aussi ce qu'elle arrive à fabriquer avec cette histoire-là, parce que euh, c'est très théâtral dans son discours. Puis par ailleurs, c'est assez incontournable. Voilà, on est confronté, hein, c'est très frontal. On est C'est dans un très rapport aigu, c'est très frontal, oui, comme tu dis. Mhm. très frontal, comme la musique, comme le rock, comme le punk, etc. Et puis, en même temps, elle est dans une très grande lucidité. Elle a dépassé la cinquantaine et c'est aussi la grande question, c'est comment vieillir quand on a été punk, avec tout ce que ça représente du point de vue le rapport à la société, etc., dans sa jeunesse. Et comment vieillit-on avec ça? Qu'est-ce qui reste et comment les gens changent? Et là, elle traverse tout le champ de toutes les discussions qui sont qui interrogent les noyaux sociétals comme la famille, la parenté, la masculinité, le transgenre, le racisme, la xénophobie, etc. Et je trouve que ce qui est très fort, c'est que on n'est jamais dans une posture figée, idéologique. On est toujours dans une opération quasi dialectique des enjeux humains dans une Mhm. société donnée. Et je pense que c'est universel. Je pense que c'est pas un roman, c'est un roman français, oui, mais je pense que ce roman nous touche aussi ici au Québec parce que ce que tu disais tout à l'heure en introduction, le disquaire, c'est un peu une allégorie, peut-on dire, pour parler de la révolution technologique, numérique, Internet, et comment ça crée un tsunami et qui a effectivement laissé pour compte un certain nombre pas seulement de professions ou d'êtres humains, mais aussi de fonctionnement humain. Et on le voit très bien, et la Covid nous l'a bien fait comprendre, que nous Mhm. vivons de toute façon dans une fiction et que le reality check de la Covid a mis en évidence tout un dysfonctionnement aussi et nous a aussi amené à fonctionner finalement différemment dans nos relations sociales, etc. Toi et moi, Ouais, on se parlait par Internet. Peut-être qu'il y a 2, 3 ans, on se serait vu dans un café. Et exactement. puis voilà, quoi. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à dire. C'est comme tu dis, en 2015 le premier, les deux autres sont sortis en 2017. Puis évidemment, pour les adeptes de la musique, Bataclan est arrivé, Charlie Hebdo au milieu de ça. Donc le roman tome 2 est aussi traversé par tous les traumatismes que vit cette société. Et puis voilà, quoi, Bataclan, ça a été quand même un traumatisme vraiment dans le milieu de la musique rock, punk, etc. Puis je trouve que le roman, le tome 1 est déjà visionnaire par rapport à ça. Moi, je veux monter les 3 tomes. Mhm. Donc, on aimerait faire l'intégrale en janvier 2024 avec la même équipe. On fera la reprise du premier et puis le 2 et 3 parce que, comme tu sais, le troisième tome finit en 2184. On est dans une vision plus science-fiction déjà. Que devient cette communauté? Et en fait, la grande question qui est posée dans les romans, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence collective? Est-ce qu'on est capable encore de nous définir
seuls, ensemble, au sein d'une communauté, et qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. C'est très profond comme réflexion sociale Oui. dans tout ça. Il y a quelque chose que j'aimerais revenir parce que tu as mentionné quoi au début que toi, qu'est-ce qui t'intéressait principalement dans tout ça? C'était les jeux d'acteurs, puis c'était de diriger des acteurs. Comment tu as choisi les acteurs qui participent, les comédiens qui participent sur scène? Puis com- comment que t'es, toi, comme dirigeante d'acteurs? Comment ça s'est passé? Je Grosso ne modo. mens pas, pour commencer, mais il faut leur demander comment je l'ai choisi. Ben, d'abord, j'avais le désir de travailler avec certaines personnes avec qui j'ai jamais encore travaillé, comme Anne-Marie Cadieux, David Poutin, euh, donc Paul Amarani. Ça, c'est des acteurs avec qui j'avais envie de travailler depuis un certain temps, et puis ça n'a jamais été l'occasion. Puis après, il y a des fidèles avec qui j'ai déjà travaillé un certain nombre de spectacles, comme Dominique Quesnel, Philippe Cousineau, Samuel Côté, etc. Puis aussi quelques personnes à la relève, Blanche-Alice Plante, etc. Mounia Zazam, voilà. Euh, bah, comment je choisis, c'est-à-dire au moment où j'adapte, effectivement, j'aime savoir avec qui je vais travailler, parce que la dynamique de l'acteur que je connais ou que j'ai vu jouer joue aussi ou intervient ou influence évidemment mon adaptation et la dynamique. Donc je les vois apparaître d'une certaine manière. Le plus grand défi, c'était l'adaptation, c'est-à-dire comment réduire ce roman à une adaptation théâtrale sans perdre la verve des pentes. Donc, il a fallu donner une place au monologue pour que cette pensée dialectique puisse euh, se développer, évoluer, évidemment, et puis aussi un échange dialogique. Voilà. Euh, Ça, c'est un grand défi. Après, en ce qui concerne la direction d'acteurs, c'est quand même toutes des actrices et des acteurs très, très expérimentés, euh, qui ont, je trouve, une grande liberté, et voilà, quoi, qui se jettent dans l'arène avec moi. Et je trouve, avec cette distribution, je, je dirais qu'on s'amuse beaucoup, et puis j'ai pas beaucoup de travail comme metteur en scène, j'avoue. C'est assez. Ben j'imagine que ça crée une bonne ambiance aussi, parce que si tu as trop de travail, peut-être qu'il commence à mélanger trop les émotions, des choses comme ça, je sais pas. Mais est-ce que c'est plus facile de travailler avec les gens que tu connais déjà, avec qui tu as déjà travaillé, que... Pas forcément. Pas forcément, mais à force que les gens te connaissent, je veux dire, ton autorité naturelle de metteur en scène prend un coup, donc parfois c'est un peu plus difficile. Je trouve le mélange toujours intéressant, travailler avec des personnes avec qui on n'a jamais encore travaillé, ouvrir la compagnie à d'autres, et puis aussi ça crée des nouvelles dynamiques. Et il faut trouver un dosage, hein, dans une distribution. La distribution, on le sait, il y a le texte, il y a l'adaptation, mais la distribution, c'est une grande partie, je dirais, du succès d'un spectacle. Et quand je parle de succès, je parle d'une dynamique euh, plus que positive, mais qui transcende et qui est de l'ordre vraiment de la dynamique créative, c'est-à-dire chacun puisse s'épanouir là où il a envie d'être, et puis peut-être découvrir encore plus, donc délimiter le champ délimiter l'espace de jeu pour que chacun puisse aussi se dépasser et surtout être instauré dans son désir d'être là sur scène. Pour moi, c'est très, très important. Donc voilà, c'est sûr que je travaille avec des actrices et des acteurs dont je sens, c'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils ont envie, quoi. Donc voilà. Mais c'est excellent. Merci beaucoup, Angela, d'avoir pris du temps pour parler avec moi, parler un peu plus en profondeur de tout ça. Je répète à tout le monde que c'est du 14 au 22 juin à l'usine C. C'est pas la première fois. En fin de compte, toutes les choses que tu les présentes à l'usine C en général, hein? Ou, Oui, c'est vrai que c'est la maison où j'ai produit, créé
le plus de spectacles depuis que je suis à Montréal. Ça fait maintenant 10 ans, 8 ans que la compagnie existe et oui, j'en ai fait